Au sommet de cette édition de l'actualité, la politique de la main tendue du gouvernement burkinabé aux terroristes qui donnent des résultats. Plusieurs combattants ont déposé les armes. Dans ce journal, nous aurons les témoignages d'anciens terroristes repentis. Nous entendrons leurs histoires et leurs appels aux autres camarades. Des déplacés internes, modèles de résilience, l'on en trouve dans les différentes zones d'accueil. Aweguia, Abazida et Rukiatou sont des exemples à citer. Leur parcours et leur intégration nous sont comptés dans quelques instants. Et puis en Côte d'Ivoire, la grâce présidentielle pour Laurent Gbagbo, l'annonce est faite ceci où par le président Alassane Ouattara, l'ancien président ivoirien était sous le coup d'une peine de prison de 20 ans dans son pays suite à la crise post-électorale de 2010. Une actualité à suivre en fin d'édition. Bonjour à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Des combattants terroristes ont déposé les armes et se sont rendus. Cela conformément à la main tendue de l'État. Nous avons pu rencontrer avec toutes les précautions requises 2 ex-combattants qui se sont repentis. Ils racontent leur histoire devant la caméra et au micro de Urbain Benito Somé et Draman Guéné. C'est une démarche très secrète sur ce lieu perdu. Kassoum veut qu'il en soit ainsi pour sa sécurité, Mokhtar aussi. Kassoum et Mokhtar, 2 anciens combattants de groupes armés terroristes qui ont décidé de déposer les armes. Ils sont une quinzaine, tous des repentis, des anciens membres de groupes armés terroristes qui retournent à la maison conformément à la main tendue des autorités de la transition. Kassoum et Mokhtar sont les premiers à gagner ce site après leur édition. Anciens seigneurs de guerre, ils régnaient par la terreur dans la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Je ne peux pas dire combien de fois j'ai participé à des opérations terroristes. J'ai fait des attaques au Mali, au Niger et ici au Burkina Faso. Mais il y a 2 ans de cela, il y a eu scission au sein du groupe au point où on se combattait entre nous terroristes. Accablés par les remords, les 2 combattants repentis pris à la manipulation à des fins inavouées. L'islam n'est plus le motif du combat, car très vite, ils se rendent compte que même les mosquées ne sont pas épargnées. Avec le recul, je réalise que je n'ai tiré aucun avantage de mon passage dans le terrorisme. Je gagnais de l'argent certes, mais je ne pouvais pas le dépenser. Il n'y avait plus de marché, encore moins des activités récréatives. Moi-même avec ma famille, on ne se parle plus depuis que j'ai adhéré à ce groupe. Cela fait 2 ans que je n'ai vu aucun membre de ma famille. Ce sont toutes ces difficultés réunies qui m'ont fait quitter le terrorisme aujourd'hui. Ils ont aujourd'hui une pensée pour leurs camarades, très jeunes la plupart, devenus prisonniers de ces groupes armés terroristes. Tous désemparés, mais qui restent malgré eux de peur de représailles. Je suis ici depuis avril 2022. Jusque-là, je n'ai pas eu de soucis, pas la moindre crainte de mort, comme de l'autre côté. On s'occupe bien de nous, vraiment l'accueil est au-delà de mes attentes. C'est pourquoi, depuis que je suis là, je ne fais qu'appeler mes anciens camarades de lutte à déposer les armes et de nous rejoindre. À mes anciens camarades de lutte, je vous assure que la paix se trouve ici. Kassoum et Mokhtar vont plus loin. Ils ne veulent plus qu'un Burkinabé, quel que soit le motif, se laisse éblouir par ces vendeurs d'illusions. Actuellement, tout le monde a compris. Ils n'arrivent plus à recruter comme avant. Je ne vois pas ce jeune qui va facilement s'hasarder dans cette aventure sans issue. Ils voient bien comment ceux qui sont dedans se débattent. Certains cherchent à vendre leurs armes pour s'en sortir et vouloir même quitter le pays. Des membres des groupes armés terroristes qui décident de se repentir, un vaste projet de l'État leur tend la main. Le processus est enclenché depuis des mois et a déjà permis de récupérer plusieurs dizaines de jeunes. Après leur récupération, ils sont soumis à un programme de déradicalisation avant leur réinsertion dans la société.
Kassoum et Mokhtar ne tarissent pas d'éloges pour l'État burkinabé. Leurs craintes des premiers moments concernant le traitement qui leur pourrait être réservé se sont dissipées. C'est donc l'espoir d'un avenir qui renaît. Apprendre un métier, gagner honnêtement sa vie, fonder une famille. Des rêves aujourd'hui accessibles grâce à cette nouvelle approche pour le retour à la maison des compatriotes dévoyés. Vous pourrez suivre l'intégralité de ce document ce soir même à partir de 21h. Ce grand reportage est intitulé « Combattants terroristes de l'enfer à l'espoir ». Et puis la mobilisation pour soutenir les personnes déplacées internes qui ne faiblit pas. Les communautés sahéliennes vivant à Bobo-Dioulasso laissent parler leur cœur en faveur des PDI de Seitenga. L'opération Compassion pour Seitenga se déroule à Ouagadougou. Le point avec Jean-Eudes Bayala et bienvenue Tansa. Ces vivres ont pour destination Dori avec pour bénéficiaires les déplacés internes qui ont fui Seitenga suite à l'attaque terroriste de la nuit du 11 au 12 juin dernier. C'est la communauté Peul de Bobo-Dioulasso qui pose ce geste, un élan pour soutenir l'opération Compassion pour Seitenga, une initiative créée le 23 juin, soit près de 2 semaines après le drame. Nous sommes à Ouaga ici ce matin, c'est dans le cadre d'une mission que le chef Peul de Bobo nous a envoyé pour faire un don. En réalité, compte tenu des problèmes que nous avons vus suite à l'événement de Seitenga et qu'on a retrouvé que beaucoup de nos frères se sont retrouvés parqués à Dori, la communauté a été très émue. Le chef Peul donc a fait un appel à la communauté pour que chacun puisse venir vraiment contribuer, pour qu'on puisse aider un peu à soulager un peu la peine de nos PDI qui sont à Dori. Des vivres composés de 2 tonnes de riz et de bidons d'huile, un don estimé à près d'1 million de francs CFA, remis à celui-là même qui est à l'origine de la création de l'opération Compassion pour Seitenga, avant qu'il n'atterrisse aux mains des bénéficiaires. Ce n'est pas le premier, et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Voilà, donc il faut dire qu'il y a déjà, certainement comme vous avez pu le suivre à l'intérieur de la salle, il y a tout un dispositif organisationnel en fait, qui gère tous ces dons. Donc ce don va intégrer le dispositif et certainement que la commission va s'assurer que cela puisse atteindre les destinataires et dans de bonnes conditions. L'opération Compassion pour Seitenga regroupe des ressortissants du Sahel engagés pour la cause des personnes déplacées internes. Ce cadre a été mis à profit pour faire le point de l'ensemble des actions humanitaires mises en œuvre par la structure. Le même élan de solidarité envers ces personnes vulnérables exprimé par le groupe Tam Tam Presse ce 6 août. La caravane de collecte de dons en nature et en espèces au profit des déplacés internes, le bilan de l'opération Coup de cœur pour les PDI est dévoilé pour nous par Paul-David Bambara et Maxime Zongo. Plus de 3 millions de francs CFA en espèces, 3 tonnes de vivres, de nombreux lots de vêtements, voilà le bilan de la première journée de cette opération Coup de cœur. Une opération qui se déroule depuis ce samedi 6 août à la Maison du Peuple ici à Ouagadougou. C'est une initiative de Tam Tam Groupe Presse qui comprend les médias True TV, Watt FM et Tam Tam Production. Nous avons voulu, au-delà de notre métier, qui est de donner l'information, qui est de faire le divertissement, la sensibilisation, essayer d'actionner sur une autre corde, la compassion. Parce que nous constatons malheureusement, avec la situation sécuritaire, qu'il y a des déplacés. Et chaque jour que Dieu fait, on a encore des déplacés. Cette opération qui coïncide avec le mois de la solidarité vient ainsi renforcer les actions du gouvernement au profit des PDI. Elle se tient donc sous l'égide du ministère en charge de l'action humanitaire et la supervision du huissier de justice. Cette initiative donc, de ce groupe vient à point nommé pour qu'ensemble nous puissions aussi permettre à tous les Burkinabés qui veulent poser des gestes au profit donc, des populations déplacées d'avoir l'opportunité de le faire. Je suis arrivé ici ce soir et j'ai vu combien de Burkinabés qui sont venus de loin
ont posé un geste. Le premier responsable en charge de la solidarité nationale a saisi l'occasion pour inviter toute la population à avoir un regard compatissant envers tous ceux qui sont en difficulté. Ne pas attendre d'être très riche pour être utile à son prochain, car a-t-il insisté, c'est ensemble qu'on pourra vaincre la souffrance humaine dans notre pays. Et des personnes déplacées internes qui sont passées du statut de l'assistanat à une réelle intégration dans les zones d'accueil, l'on en trouve de plus en plus. Aweguia Abbas Zida est comédien et Rukiatou s'en sort dans la restauration. Deux exemples de résilience dont nous parlent Boukari Ouedraogo et Moussaki. À la sortie nord-est de Aweguia, des tentes installées à perte de vue. Le site des déplacés internes Yuba 2, une troupe théâtrale, est en pleine prestation. Parmi ses acteurs, Abbas Zida, un déplacé interne, autrefois éleveur à Titao, aujourd'hui comédien à Waïguia. Quand je suis arrivé à Waïguia, j'ai cherché des gens comme ça. Ce n'est pas des comédiens, des gens aussi déplacés. C'est des Tidouara, c'est des Solé, c'est seulement des déplacés. Que moi j'ai cherché, et aussi étaient là, ils faisaient rien. On a eu un projet qui parlait même de la résilience. Et moi-même, je cherchais même à sensibiliser les gens sur la résilience. Donc, c'était vraiment très, très super à moi. Sur scène, Abbas Zida et ses camarades abordent la gestion de l'argent offert aux déplacés internes. Une aide parfois détournée de son but, celui d'améliorer les conditions de vie de ces hommes et femmes déplacés. Il y a des projets qui aident les déplacés avec de l'argent. Mais où il y a l'argent, il faut faire attention que ça peut envoyer des divisions. À propos d'argent, il y a des femmes même qui ont laissé leur mari. Et il y a des maris aussi qui ont abandonné leurs femmes. Et quand ils prennent l'argent là, c'est pour aller boire ou bien aller chercher d'autres femmes. Alors que l'argent là, on a donné pourquoi? C'est pour la gestion de la famille. Donc c'est le message que nous on a venu apporter à la population. Mais Abbas Zida n'est pas le seul déplacé interne à se battre de la cité de Nabakango. Rukiatou Hermi a quitté Solé dans le Lorum. Son quotidien, vendre de la nourriture aux abords de la route. Je vends à kéké, poisson, haricots. Mais ça marche un peu. Je peux gagner 3 000, 2 000. Ces déplacés disent être bien intégrés à Waïguia. Pas besoin pour eux de croiser les bras. Chacun passe son temps à mener une activité génératrice de revenus pour contribuer aux dépenses de la famille. Et Abbas en sait beaucoup. Je n'ai pas venu ici avec quelque chose. J'ai fait des petites choses comme le théâtre là seulement. C'est pour payer commissionnaire à Titao. Donc je n'ai rien ici pour garder, faire quelque chose. Si les gens gagnent 25 000, je sais que ça vaut un sac de riz. Je s'en vais payer ça poser. Ça vaut 2 litres d'huile, je s'en vais ça payer ça poser. Donc étant ici, c'est pour ne pas, je peux dire que je n'attends pas à avoir de l'argent pour être quelqu'un. Non, c'est pour sauver la vie. Se battre, oui, mais ces déplacés souhaitent aussi un accompagnement dans leur activité, en attendant le retour dans leur village. Des portraits de ces déplacés qui ont réussi à s'intégrer dans la société à suivre dans nos prochaines éditions. Et dans la suite de ce journal, nous nous rendons à Gawa où l'on a procédé à l'incinération de 15 tonnes de produits impropres à la consommation. C'est la quantité de denrées alimentaires avariées saisies par les autorités en charge du commerce de la région du Sud-Ouest, donc sur les marchés. De 2019 à maintenant, la séquence est immortalisée par Elvis Tuna et Romial Patrice Toé. 15 tonnes de produits avariés en destruction. Ce sont des produits saisis par la direction en charge du commerce du Sud-Ouest durant ces 3 dernières années. D'une valeur de 13 millions de francs CFA, ces produits ont été saisis dans les boutiques, magasins et sur les marchés de la région. Et ce n'est pas la première fois que les structures compétentes font de telles saisies. Entre 2015 et 2019 déjà, on avait pu récupérer environ 10 tonnes de produits que nous avons fait transférer à l'époque sur Ouagadougou pour incinération. Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble des produits qui n'avaient pas été depuis 2019, qui viennent d'être donc incinérés. La vente de produits avariés semble avoir la peau dure dans le Sud-Ouest. Selon les spécialistes du domaine, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur.
Les quantités de produits avariés vont crescendo. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous contrôlons, nous constatons malheureusement qu'il y a de plus en plus de produits périmés. Durant ces 6 premiers mois de cette année 2022, la direction régionale en charge du commerce a pu recouvrer environ 10 millions de francs CFA au titre des amendes. Les populations sont invitées à dénoncer les commerçants indélicats qui continuent la vente de ces produits impropres à la consommation humaine. Nous revenons à Ouaga où le centre de formation professionnelle VIP Auto-École spécialisée en conduite automobile, en mécanique auto et en santé-sécurité séduit par la qualité de ses prestations et par son originalité. C'est ce que note en tout cas l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso en visite dans les locaux du centre, visite que nous résume Vincent Kiendrebego. L'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en visite au centre de formation VIP Auto et Moto École 6 Ouaga 2000. Lamine Ouattara est accueilli par le promoteur du centre, Ibrahim Ouedraogo, qui conduit son visiteur de marque à une visite guidée des lieux. Des bureaux administratifs aux salles des classes, l'ambassadeur Lamine Ouattara découvre cette école qui dispense des formations à divers métiers, notamment en conduite automobile. C'est un modèle du genre, il en existe très peu en Afrique, du moins je ne la connais pas. C'est un modèle que nous voyons très souvent en Europe, parce que la formation du conducteur doit être accompagnée avec son apprentissage et la maîtrise de la mécanique. Et ce qui faisait vraiment défaut en Afrique. Il y a songé et je crois que c'est une œuvre à saluer. Issa Silla, PDG d'une entreprise, s'est joint à la visite pour s'imprégner des réalités de cette école qui a déjà formé beaucoup de ses employés. Nous avons plus de 200 conducteurs formés dans cette école et qui travaillent sur différents sites miniers. Ils ont une bonne réputation et peuvent faire une année entière sans causer le moindre incident. C'est la preuve qu'ils ont reçu une formation de qualité. Spécialiste de la formation en conduite d'engins des mines et des BTP, le promoteur du centre, Ibrahim Ouedraogo, vise désormais les pays de la sous-région, avec une filiale déjà lancée en Côte d'Ivoire. Il a une ambition noble pour son pays, mais au-delà pour toute l'Afrique. Pour ce qui me concerne, la Côte d'Ivoire, nous souhaiterions nous imprégner de ce modèle et encourager Ibrahim à étendre son expérience vers d'autres pays, dont le nôtre. En signant le livre d'or du centre, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire encourage le jeune entrepreneur dans cette initiative. Et la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes commémorée en différé le 4 août dernier au Burkina Faso permet de faire l'état des lieux du phénomène et d'envisager des solutions pour mettre fin à ce trafic. La célébration, images et commentaires signés Jean-Eudes Bayala et Mariama Tamboura. Selon le rapport national 2020 sur la traite des personnes au Burkina Faso, plus de 1500 victimes ont été enregistrées, dont 1487 enfants des deux sexes. Une situation qui inquiète et selon le ministère de la Famille et du Genre, il faut réprimer et punir. Avec ses partenaires, il réaffirme ici, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains, leur engagement à réduire, voire éliminer ce phénomène. L'état des lieux n'est pas reluisant du tout, parce que quand on prend même les zones où il y a des activités terroristes, vous constaterez qu'il y a beaucoup de déplacements d'êtres humains qui favorisent justement le développement de la traite. Parce que lorsque nous avons des personnes qui sont désemparées, qui sont en difficulté laissées à elles-mêmes, alors ce sont des proies faciles. Si nous n'avons pas réussi à prévenir, comment on s'assure que ces crimes ne restent pas impunis et aussi qu'on aide les survivants de ces crimes atroces à pouvoir réintégrer, à avoir un minimum de vie. Cette année, les acteurs de la lutte contre la traite des personnes réfléchissent autour du thème « Utilisation et abus de la technologie ». Il s'agit de voir quel est l'apport de la technologie dans la lutte contre ce fléau, mais également dans quelle mesure ces technologies peuvent favoriser le trafic d'êtres humains.
Et rendez-vous du 8 au 12 août prochain pour les journées scientifiques annuelles de chimie. La 22e édition de ce cadre d'échange est placée sous le signe de chimie fondamentale et appliquée face aux pandémies en Afrique. Les organisateurs déclinent le programme d'activité aux hommes de médias, le compte rendu avec Jean-Eudes Bayala et Mariama Tamboura. Un seul point à l'ordre du jour de cette conférence de presse, le programme des activités des 22e journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie SOACHIM. Pendant 4 jours, elles vont regrouper en présentiel et à distance environ 300 anciens chercheurs, ingénieurs, industriels et autres pratiquants des sciences chimiques d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et d'Europe. Les activités de ces journées seront organisées à travers 5 sous-thèmes, en lien avec le thème principal, à savoir la chimie des matériaux, la chimie des substances bioactives, la chimie et sciences agricoles et alimentaires, la chimie théorique et la modélisation, la chimie de l'eau, des énergies renouvelables, de l'environnement et des mines. Il y a toujours une maladie aujourd'hui qui est endémique comme le paludisme, où la chimie est interpellée à travers les pulvérisations contre les moustiques, à travers les médicaments qu'il faut chaque fois renouveler. Mais il y a également Covid, mais il y a d'autres pandémies. Donc c'est pour dire que c'est bon que nous fassions le point et faire des recommandations à nos premiers décideurs. La 22e édition rend hommage au professeur Sibsie Faustin, premier directeur de l'Institut de mathématiques et de physique, actuel UFR-SEA de l'Université Joseph Kizerbo. Sport arts martiaux avec le 19e championnat de karaté de la zone Ouest 2 qui s'est déroulé du 5 au 6 août à Ouagadougou. Les étalons karatéka tiennent leur rang en conservant leur titre de champion. Avec 67 médailles, dont 16 en or, c'est un bon test donc pour l'échéance continentale prévue pour septembre prochain, nous disent Kwale Nebié et Mariam Ouattara. Au total, Lady Tanier, l'hymne de la victoire, aura résonné par 16 fois au Palais des Sports ce samedi 6 août. 16 fois pour les 16 médailles d'or glanées par le Burkina Faso, prenant ainsi la tête de la zone 2 de la région Ouest. Le 19e championnat d'Afrique de karaté de la région Ouest 2 ne pouvait mieux se terminer. Un sentiment de fierté en tant que Burkinabé aujourd'hui, de ramener cette victoire au Burkina Faso. Et parce que la bataille n'a pas été aisée, elle a été rude, donc il n'y a qu'un sentiment de satisfaction. De la satisfaction, c'est ce qu'exprime également l'instance mondiale du karaté-do, étant entendu que le Burkina, qui assure la présidence de la zone Ouest 2, a dû remplacer le Nigeria au pied levé pour organiser cette compétition en un petit mois. C'est une joute sportive régionale très belle, une grande réussite. Je tiens à remercier tout d'abord le président Omar Yogo. Bon, il n'est pas présent pour des raisons de santé, mais vraiment il a tout fait pour que cette activité, ce championnat se déroule dans les meilleures conditions. Ce que j'ai vu depuis mon arrivée à l'aéroport jusqu'à ce stade, l'hôtel et tout ça, c'est une organisation digne d'un championnat d'Afrique. Je pense que c'est une excellente organisation, accueil, et puis même au niveau des athlètes, là, de très beaux combats, donc c'est du sérieux, quoi. Avec 67 médailles au total, loin devant la Côte d'Ivoire et ses 38 médailles, le Burkina vise maintenant plus haut et veut s'imposer au-delà de la région. Le niveau d'ensemble est vraiment satisfaisant. Nous avons fait un travail sérieux avec les enfants et c'est ce que nous avons constaté ce soir. Leur niveau était nettement au-dessus des autres. Et cela, c'est le travail qui a payé. C'est vrai qu'il y a encore des choses à refaire pour encore être parfait, parce que notre objectif, ce n'est plus au niveau de la région. Nous sommes déjà leaders de la région. Nous voulons maintenant être aussi leaders au niveau africain. Dans un mois, les étalons iront à la conquête de l'Afrique avec un seul objectif en tête, faire mieux que la 10e place qu'ils occupent sur l'échiquier continental. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'heure, on célèbre cette victoire d'étape comme il se doit, car comme le dit Roger Etcheto, gagner sans s'amuser n'a aucun intérêt.
Hors de chez nous, sous le coup d'une peine de 20 ans de prison dans son pays à la suite de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo bénéficie d'une grâce présidentielle. L'annonce est faite hier 6 août par le président Alassane Ouattara qui précise que c'est dans le souci de renforcer la cohésion sociale selon ses propres mots. Nouveau signe de l'apaisement en cours en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a annoncé samedi qu'il avait gracié son prédécesseur Laurent Gbagbo, qui encourait toujours une peine de 20 ans de prison pour une condamnation en 2018. Dans le souci de renforcer la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, a déclaré le chef d'État ivoirien dans un discours à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du pays ouest-africain. Acquitté en mars 2021 de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo restait néanmoins sous le coup en Côte d'Ivoire d'une lourde condamnation pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale du pays. Cette grâce arrive peu après une rencontre le 14 juillet entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et un autre ancien président, Henri Konan Bédié. Le président Ouattara a en outre indiqué avoir signé un décret accordant la libération conditionnelle à 2 anciennes figures de l'appareil militaire et sécuritaire du régime Gbagbo, condamnées pour leur rôle dans la crise de 2010-2011. Il s'agit du vice-amiral Vagba Fossigno, ex-patron de la marine, et du commandant Jean-Noël Abéi, ancien chef de l'escadron blindé de la gendarmerie du camp d'Agban à Abidjan. Et le dernier acte de ce journal, c'est notre rendez-vous dominical de la chronique Société. Cette semaine, Charles Kendrebego met le paludisme au centre de son propos. Il parle des mauvaises habitudes qui perdurent malgré la sensibilisation. Suivons plutôt. Alors que les premières pluies commencent à tomber, ouvrant du même coup la saison des moustiques, les nuits chaudes contraignent les habitants à dormir à la belle étoile, offrant ainsi un festin nocturne à ces bestioles. Les candidats au palu et à la dengue se recruteront massivement au fur et à mesure que s'installera la saison des pluies. Les paysans alterneront travaux champêtres et épisodes de palu tandis qu'en ville, les CSPS reprendront les séances de perfusion pour accès palus. Les couloirs, les hangars et certains arbres abriteront les malades dans nos formations. La situation sera inconfortable. Les récriminations monteront de toutes parts, mais une fois guéris, on laissera le personnel soignant avec ses malades et ses problèmes et on retournera à la vie normale en attendant le prochain épisode. C'est ainsi la vie, hein? Les campagnes de sensibilisation se feront sans effet sur les habitudes des citadins qui créent au quotidien les conditions propices au foisonnement de l'anophèle femelle. L'anophèle s'emportera mieux et distribuera la dose nécessaire aux potentiels malades. Des familles entières à la queue leu iront chez le médecin. Les ordonnances décimeront les économies des familles. Et quoi de moins étonnant qu'à bout de force, un père de famille déclara un jour « On dirait que je travaille pour enrichir les pharmacies. À chaque fin du mois, on dirait que le palu surveille ma paye. Dès que le communiqué final tombe, commence la fièvre chez les tout-petits. Si ce n'est pas l'aîné, c'est le tout dernier qui sonne le rassemblement. Et ainsi de suite, ils se suivront jusqu'à ce que le peu qui est tombé dans ma main aille enrichir les firmes. » Mais pourquoi c'est ainsi? Personne ne se pose la question. Même distribuée gratuitement, la moustiquaire souffle dans les tiroirs. Certains les ont attachés au plafond pour faire comme tout le monde. La poussière, elle seule s'en sert et dès que par mégarde, une main anodine la bouscule, ce sont des éternuements sporadiques ou en cascade qui rythment la nuit. Les destinataires ont tous des arguments pour ne pas la déployer. Il fait chaud là-dedans. Le ventilo ne parvient pas à nous rafraîchir. Nous étouffons là-dedans. On finira par abandonner la moustiquaire pour lutter toute la nuit avec les piqûres de moustiques. Et c'est comme si elle faisait partie des doses quotidiennes à prendre. Et si cette générosité à donner son sang aux bestioles pouvait être la même envers le centre de transfusion sanguine, je vous assure que l'on aurait sauvé des vies. Mais hélas, des donateurs, on en cherche toujours. Et c'est la fin des actualités de la mi-journée. Toutes les équipes de coordination et de réalisation se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine pour les éditions de 13h. Bon dimanche à tous et une très belle reprise pour demain.